Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. J'ai 6 livres à vous présenter et on commence tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est un livre que vous avez probablement vu passer absolument partout parce que le marketing autour de ce livre a été assez réussi, je trouve, et victime du marketing que je suis, je me suis forcément laissé avoir et laissé tenter, mais c'est L'énigme de Turnglass de Gareth Rubin. Pourquoi est-ce que on a vu un peu partout ce livre? En gros, c'est un livre tête bêche comme il se faisait beaucoup au 19e siècle. Vous avez un premier livre, donc là avec la couverture verte, et vous retournez ensuite le livre et vous en avez un second. Donc en gros, la moitié du livre est écrit à l'endroit et l'autre moitié à l'envers quand on lit, en gros. Et en plus, regardez-moi ce travail éditorial magnifique. Le but, c'est donc que les deux histoires se rejoignent et se répondent, et on est censé pouvoir, je pense, les lire dans l'ordre qu'on veut, commencer par la rouge ou commencer par la verte. Moi, j'avais regardé vite fait sur Babelio sans lire les avis par laquelle il fallait commencer, et j'avais lu absolument partout qu'il fallait mieux commencer par la verte. C'est vrai, maintenant que j'ai lu le livre, je pense qu'on passe à côté de beaucoup trop de choses si on lit, si on commence par la rouge. Donc, je vais vous expliquer de quoi ça parle, mais sachez que si vous avez envie de tenter l'aventure, commencez par l'histoire verte et ensuite lisez l'histoire rouge. La verte nous parle donc d'une Angleterre en 1888, une maison isolée, une femme prisonnière d'une cage de verre. En gros, il y a un médecin qui est vraiment en manque d'argent, le mec est fauché. On lui dit que pour une belle somme, il peut aller soigner un oncle éloigné dans sa famille qui vit sur une île en Angleterre. L'île, c'est vraiment typique des romans gothiques, on est sur une vieille maison qui est très très isolée sur une île, il arrive, tout le monde a un peu peur de cet endroit quand il parle aux gens du village, etc. Et l'oncle est très malade. Il est très malade, mais sa maladie est pas très explicable, et lui il est persuadé que quelqu'un est en train de l'empoisonner. Dans cette maison, il y a quelque chose de très étrange, une femme enfermée dans une cage de verre. Et tout ça, ça va être le début d'un grand mystère que notre médecin Siméon va devoir découvrir. Je vous en dis pas plus. Et ensuite, dans la partie rouge, on est une centaine d'années plus tard, puisqu'on est en Californie en 1939, un écrivain mort, le titre de son dernier roman, L'énigme de Turnglass. Et en gros là on est sur une histoire un peu à la Gatsby, c'est-à-dire qu'il y a un mec totalement normal qui veut percer dans le cinéma, donc dans les années 40 en Californie, il galère, mais il va se retrouver dans une soirée où il y a cet écrivain assez mystérieux qui dit des phrases parfois assez étranges. Il va se lier d'amitié avec cet écrivain et lui il va mourir. Il va mourir et le manuscrit qu'il a laissé et qui va être publié s'appelle L'énigme de Turnglass, qui est donc lié avec nos deux histoires. Alors, concernant mon avis sur ce livre, il est assez mitigé. Pourquoi? Parce que je trouve l'idée génialissime. Je trouve que voilà, rééditer des livres de ce genre, c'est vraiment génial. Savoir qu'on a une première histoire et qu'ensuite il y a la deuxième qui va ajouter des choses en plus, qui va contredire ce qu'on pensait. Enfin, c'est vraiment très intéressant et je remercie du coup les éditions 10-18 de nous avoir proposé cet ouvrage. C'est très bien fait. Quand on lit la première histoire, ok, on a l'impression d'avoir le mot de la fin, et ensuite on découvre la deuxième, et ça remet tout en perspective, ça remet tout en question, donc les deux sont très intéressantes. Je doutais de l'intérêt qu'on pouvait avoir à lire l'une par rapport à l'autre, mais au niveau mise en scène, au niveau mise en œuvre, au niveau détails cachés, etc., c'est extrêmement bien fait. Pourquoi je suis mitigée? C'est simplement que l'écriture et les personnages, ça m'a pas forcément convaincue. J'ai commencé donc par la verte et on suit ce médecin qui s'appelle Siméon. Siméon, pour un médecin, il manque cruellement d'empathie. Je trouve que la réaction qu'il a par rapport à certaines personnes est vraiment indigne d'un médecin, donc je sais pas si c'est volontaire ou juste si c'est un défaut entre guillemets d'écriture du personnage, mais je l'ai trouvé pas du tout empathique. Pour un médecin, au début ça m'a pas convaincu la manière dont il se comporte, même les avis médicaux qu'il peut porter. Bon, on voit que l'écrivain, c'est pas forcément sa spécialité, il a voulu créer ce personnage-là, mais il est pas forcément très abouti, et la plupart des personnages qui vont être dans ce livre sont caricaturaux. Donc les traits sont un peu grossiers, et ça m'a un peu gênée. On a aussi les détails en fait qui sont positionnés ça et là pour créer l'intrigue, qu'on n'est pas censé deviner. Ils sont aussi assez grossièrement placés. Donc pour cette partie du livre-là, la verte,
qui est censée être une espèce d'enquête. J'ai découvert le poteau rose très facilement dès le début, milieu histoire. Donc pour tout ce qui est mystère, enquête, même ambiance, on voit qu'il a essayé de faire un peu les romans gothiques des années 90, 80. Je trouve pas que c'est réussi. Je trouve pas que l'écriture est particulièrement immersive, je trouve pas que les personnages sont réussis. Mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même parce qu'il y a cet attrait de la structure même du récit. Mais je pense que si ça avait été un roman policier ou un roman un peu gothique classique, j'aurais peut-être abandonné. J'aurais peut-être abandonné ou j'aurais lu en diagonale, j'aurais lu que les dialogues ou un truc comme ça, histoire de savoir ce qui se passe. Mais voilà, les personnages, l'écriture un peu simpliste, moi ça m'a pas convaincu. Si vous avez envie, cependant, d'un roman qui se lit très facilement, qui est page-turner, qui prend pas la tête, un très bon en fait thriller d'hiver au coin du feu où on lit ça assez rapidement, c'est très bien. Si vous avez l'habitude de lire des romans d'enquête, des romans policiers, des romans un peu étranges, les ficelles narratives qui sont utilisées, je pense qu'elles peuvent vous décevoir ou elles vont être assez convenues. Voilà. Pour ce qui est de cette partie-là, elle a un peu relevé le niveau quand même parce que je l'ai beaucoup aimé. Je peux pas vous dire pourquoi parce que ce serait vous spoiler totalement le but de ce livre rouge, mais l'avoir lu après le vert, ça apporte une dimension supplémentaire qui était très bien. Les personnages sont un chouïa mieux écrits, l'écriture n'est pas beaucoup plus immersive et il y a notamment un truc par contre, une espèce d'incohérence. Alors je sais pas si l'auteur avait mis ça là et qu'on n'a pas capté qu'il fallait l'enlever, mais il y a un élément, il y a une scène. Si vous avez lu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à mettre en commentaire, comme ça on pourra parler, mais il y a une scène qui est totalement incohérente par rapport au reste, et je sais pas pourquoi ils l'ont laissé, et bref, on dirait c'est pour brouiller les pistes, mais brouiller les pistes, en fait, il faut expliquer pourquoi tu veux brouiller les pistes. Sinon ça ne fonctionne pas, tu peux pas mettre des trucs random comme ça et ne jamais les expliquer. Bref, tout ce qui est personnages sont aussi un peu caricaturaux, mais ça fonctionne un peu mieux. L'ambiance un peu californienne comme ça, Hollywood, fonctionne aussi un peu mieux. Et l'intrigue et tout ce que ça remet en question, ça c'était très 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 bien. Donc j'ai beaucoup aimé. Mitigé pour le vert, j'ai beaucoup plus aimé pour le rouge. Et en tout cas, l'expérience de lecture est très intéressante. Donc je vous conseille de tenter l'aventure, que ça soit comme ça ou voilà, en grand format ou attendez qu'il sorte en poche, parce qu'il est il a 22 balles. Il a 22 balles, mais ça va. Je trouve qu'il est quand même très beau. Et voilà. Donc je suis pas aussi enthousiaste que certains avis que j'ai pu lire, mais chapeau quand même pour l'auteur et merci 10-18. J'espère qu'il y aura d'autres livres comme ça qui vont tenter l'expérience, parce que si c'est bien fait, je pense que ça peut être gros banger. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Alors, autre sortie du moment, que m'arrive-t-il? Je lis des sorties littéraires. Miracle. Parce que si vous me suivez, vous savez que j'aime bien lire des vieilleries quand même, et que je suis de très très loin les sorties, sauf quand c'est des auteurs ou des autrices que j'aime beaucoup. Là c'est le cas, parce que j'ai lu Célèbre de Maud Ventura. Maud Ventura, elle avait eu un énorme succès avec son premier roman Mon mari. Alors, ça passe ou ça casse ce roman? C'était un premier roman qui était très intéressant. Personnellement, j'avais pas été convaincue par la fin, vous savez de quoi je parle si vous l'avez lu, mais j'ai capté qu'il y avait quand même un truc avec cette autrice et j'avais envie de la suivre. Elle a sorti un nouveau roman aux éditions Iconoclast qui s'appelle Célèbre. L'intrigue de Célèbre est assez classique parce que on va suivre Cléo qui est une superstar internationale. Cléo, dans les tout premiers chapitres, elle est sur une île déserte, elle va y passer 3 semaines. En gros, elle a payé très cher pour être sur une île totalement isolée, où il n'y a pas beaucoup à manger, il y a très peu de confort, mais elle est tranquille. Parce qu'elle est tellement sollicitée dans son quotidien qu'elle n'en peut plus, et là elle a payé très cher en fait pour vivre dans un dénuement assez extrême. Et après ces premiers chapitres où voilà, ça nous pose un peu le décor, on remonte jusqu'à l'enfance de Cléo, et l'histoire de cette jeune femme qui, depuis toute petite, était persuadée qu'elle allait devenir célèbre. Elle voulait être célèbre. Son nom déjà porte le nom d'une femme très célèbre, puisque son père, en fait, passionné d'Égypte, l'avait appelée Cléo pour Cléopâtre. Mais elle est tellement persuadée qu'elle va devenir une chanteuse mondialement connue, qu'elle va tout faire, en fait, pour réussir. Elle va partir à New York très jeune, elle va avoir des illusions, elle va travailler, elle va rencontrer les bonnes personnes, etc. Et petit à petit, on va la suivre dans son ascension. Elle va obtenir ce qu'elle veut, mais à quel prix? C'est assez classique comme récit. C'est assez particulier aussi parce qu'on suit Cléo qui est assez antipathique comme personnage.
Enfin, c'est pas qu'on la déteste, mais elle est pas forcément sympathique. Pourquoi ? Parce qu'elle fait ce qu'elle doit faire. Elle est dure avec elle-même, elle est dure avec les gens autour d'elle, parce qu'elle sait qu'on n'arrive à rien sans rien. Donc on comprend en fait cette dureté, toujours est-il qu'elle n'est pas forcément sympathique à suivre. Elle va faire des choses plus ou moins éthiques, avec lesquelles on est plus ou moins d'accord pour atteindre cette célébrité. Et quand elle est au sommet, qu'y a-t-il après ? C'est un peu ça que nous raconte le livre. On est sur une très belle écriture, on est sur une très belle histoire, on a envie de savoir ce qui va se passer. En fait, on a un peu le côté voyeur de la célébrité, comme quand un peu regarder Secret Story, des choses comme ça. Cette espèce de célébrité naissante, de voir comment ça va changer les gens, ce côté un peu voyeuriste qu'on a, et de presque espérer qu'il va y avoir des casseroles. Enfin, c'est un peu le but de tous ces magazines, même ce qu'on retrouve, les magazines People et les Voici, que voilà, on peut lire sur la plage. Ça joue sur cette corde-là, en fait. Donc, si vous n'êtes pas du tout sensible à cette corde de base dans la vie, quand vous étiez adolescent, vous trouviez déjà ça pas forcément intéressant, les trucs People et tout, peut-être ça va moins vous toucher, mais si comme moi vous avez été sensible à tous ces trucs de gossip un peu, ça va vous plaire, voilà. C'est du Maud Ventura, donc attendez-vous à un final digne de celui de mon mari. C'est tout ce que je vais dire. Très bonne lecture, j'ai pas grand chose à raconter, c'est pas mémorable, mais c'est sympathique, ça se lit très bien, ça se lit très vite, on a envie de savoir ce qui va se passer, donc pareil, très bonne lecture à dévorer au coin du feu. Alors là, la vie pour ce 3e livre va être beaucoup moins facile et simple que pour Célèbre, parce que j'ai lu le premier jour de paix de Elisa Béram, publié aux éditions La Talente. Je l'ai trouvé d'occasion à Gilbert Joseph et j'ai tout de suite pris parce que je l'avais vu passer plusieurs fois dans des listes de SF positive. SF positive, des fois on peut dire aussi solarpunk, des choses comme ça, c'est des termes qui sont utilisés pour parler de science-fiction qui, sans être pour autant cucu, vont nous décrire et nous dépeindre un monde de science-fiction un peu plus optimiste que la normale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que souvent la SF est apocalyptique et assez négative. Bon, on a détruit la Terre, on détruit l'humanité, on détruit tout ce qu'on touche en tant qu'humain, c'est souvent comme ça. La SF positive se positionne un peu différemment et essaye de jouer sur les codes de SF et de space opéra avec un peu plus de luminosité. Alors, c'était vraiment spécial. Pourquoi ? Parce que dès les premiers chapitres, j'ai lu le premier, je me suis dit, mais elle est où la SF positive là ? C'est pas du tout positif tout ça. C'est absolument horrible même. Parce que le premier chapitre, on suit un vieillard qui vit dans un village et tous les matins, il écrit un nombre au tableau. Le nombre, c'est le nombre d'habitants qui restent. Ce nombre descend très très rapidement parce que les habitants s'entretuent. Et ce vieil homme, il n'a pas envie de céder à ça. Tous les jours à la radio, il envoie des messages d'aide, etc. pour qu'on vienne les sauver. Parce qu'on est en 2098, et à cause du réchauffement climatique, il y a beaucoup moins de ressources, donc il y a plus en plus de guerres et de conflits. Et lui, il habite dans un village qui est gangréné par ça. Et donc, j'étais là en mode, mais c'est quand même assez hardcore comme SF positive, là, ce que je suis en train de commencer. Et ça l'est. C'est un livre qui est dur, mais je comprends pourquoi on le met dans la SF positive, parce que malgré la dureté du monde, malgré les conflits qui vont gangréner les villes, les villages, les groupes qui restent, etc., il y a des gens qui vont se battre corps et âme pour la paix. Il y a l'espoir. En fait, c'est ça, c'est l'espoir qui fait que c'est un livre qui peut être classé dans la SF positive, parce que malgré tous ces ténèbres, il y a des gens qui sont... je sais plus comment on les appelle parce que je les ai lus il y a un moment, mais c'est des ambassadeurs de paix, entre guillemets. C'est-à-dire que dès qu'il y a un conflit dans un groupe, plus ou moins grand, hein, ça peut être un petit groupe de 10 personnes ou tout un quartier, ils sont appelés et ils vont essayer de trouver une solution. En gros, ce qu'on dit, c'est que la paix n'est pas l'objectif, c'est la solution. C'est que si on veut continuer à vivre ensemble, la paix est indispensable et des gens vont œuvrer pour. Et c'est assez particulier parce que dans le récit, on ne suit pas forcément un fil rouge, même s'il y a ce fil rouge de d'œuvrer pour la paix, mais il y a des chapitres où on va suivre un ambassadeur, ensuite ça va changer, il y a des petites fractions temporelles, alors c'est un peu difficile à suivre des fois. Moi je savais plus où on était, qui on suivait, c'est un peu déstabilisant, mais le livre est court donc ça va. Par exemple en grand format, là il fait un peu plus de 260 pages, donc ça déstabilise, mais comme c'est court et assez prenant, ça fonctionne quand même. C'est pas très facile à prendre en main. En tout cas, moi, je l'ai trouvé assez difficile à prendre en main. J'ai pas tout compris. Ça incite quand même à se poser beaucoup de questions sur
la philosophie, la paix, le vivre ensemble, jusqu'où aller, jusqu'où imposer la paix, enfin des choses comme ça. Donc ça soulève beaucoup de questions, ça fait réfléchir, mais il y a des moments où je suivais pas forcément les personnages. Faut être très concentré, donc si tu lis ça le soir un peu fatigué, plus compliqué. Je pense que c'est très intéressant pour les gens qui ont envie du coup d'aller plus loin dans la SF positive, mais sans passer par le côté vraiment gentillet qu'il peut y avoir, et de rester dans quelque chose de très réaliste, c'est-à-dire que malgré la noirceur qu'il peut y avoir dans le cœur des hommes, surtout dans une situation comme la gravité climatique, etc., on ne va pas céder. On ne va pas céder, et c'est ça qui est beau en fait. Dans la 4e de couverture, ils disent Elisa Behram ne cède pas à notre avenir, au cynisme et au fatalisme dans cette anticipation climatique. Et c'est vrai. Donc, je sais pas si je le recommanderais à tout le monde, je sais pas si je le relirais, mais il y a un truc avec ce livre, il y a un truc qui fonctionne, il y a un truc qui a été très bien fait. Et si vous avez l'habitude de lire de la SF et que vous voulez quelque chose qui change, je vous conseille. Voilà, je vous conseille. C'est un très très beau livre à lire. Autre livre qui nous incite à nous poser des questions, cette fois de manière un peu plus directe, c'est Les Fauteurs de troubles de Jean-Philippe Jaworski, qui est une nouvelle de 30 pages. 30 pages, 5 €. C'est pas forcément le meilleur ratio temps de lecture argent, mais écoutez, ils ont choisi un très bon timing avec les éditions de Noël, parce qu'ils ont sorti ça pendant le démantèlement de l'Assemblée nationale, etc., et le trouble politique là qu'on a vécu. Est-ce que c'était une coïncidence? Je ne pense pas. S'ils avaient ça dans les tiroirs, ils ont capté que c'était le très très bon moment pour le sortir. Et d'ailleurs, dans la 4e de couverture, ils disent qu'une éventuelle ressemblance avec l'actualité n'est pas du tout une coïncidence. Un conte noir et cruel dont les lieux, les personnages et l'intrigue pourraient vous rappeler quelque chose. Et oui, vraiment, c'est obvious. De quoi ça parle? Dans ces 30 pages, on va suivre une journée traditionnelle du conseiller Praetor, qui est chargé de la politique d'épuration du pays. Donc il commence sa journée, il vire un gars, il le met en tôle parce que, je sais plus ce qu'il a fait, hein. Mais son rôle, en gros, c'est la purification ethnique et la restauration de l'ordre. Est-ce que ça ne fait pas écho à une certaine extrême droite en France? C'est pas une coïncidence, on a dit. Voilà, donc sa journée commence avec une purification, et on va le suivre dans sa journée. C'est absolument tout ce que je peux vous en dire, parce que ça dure 30 pages. Je ne veux pas vous spoiler. On se doute de ce qui va se passer dans la 4e de couverture. On nous demande, ce pouvoir dont il est le bras armé ne risque-t-il pas de mordre, voire dévorer la main qui le serre? C'est très attendu comme intrigue, c'est très attendu comme dénouement. Ça n'en est pas moins intéressant. Et je pense que par exemple, pour lancer la conversation à ce sujet de la haine de l'autre, de la purification ethnique, des choses comme ça, avec des collégiens, des lycéens, c'est très bien parce que c'est très court, c'est très bien écrit, c'est très très facile à prendre en main et à lire. Et du coup, pour discuter de tout ça et essayer d'avoir des débats un peu philosophiques et méta avec des plus jeunes, c'est excellent. C'est une très bonne introduction, et c'est un très bon levier, on va dire, un très bon tremplin à tout ça. Ça dénonce dans un univers de fantasy très peu développé qui finalement ressemble beaucoup au nôtre, avec des problématiques malheureusement qui ressemblent beaucoup au nôtre aussi. Le prochain livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un petit coup de cœur. C'est le petit coup de cœur de cette vidéo, mais c'est aussi le petit coup de cœur, je pense, de cette année. Hein. Il va être dans mon top 10 des meilleures lectures, sans hésitation. C'est Une richesse de Kawther Adimi. Kawther Adimi, c'est une autrice algérienne que je vais suivre de très près. J'ai déjà lu Au vent mauvais, dont je vais vous parler bientôt parce que c'était dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, mais je vais lire toute sa bibliographie, c'est décidé. Dans Nos richesses, c'est une histoire en plusieurs temporalités. La première temporalité, c'est notre monde actuel. Il y a une librairie dont il faut enlever tous les livres parce qu'elle va être transformée en un autre lieu. Il y a la vieille personne, le vieux monsieur qui s'en occupait, qui est très triste parce que même s'il a jamais lu, il est profondément attaché à ses livres. Et Riyad, c'est un étudiant parisien qu'on a mandaté pour aller vider cette librairie. Lui, il s'en fout. Lui, il aimerait bien être à Paris avec sa copine. Il en a rien à foutre d'être en Algérie pour vider une vieille bibliothèque avec des livres poussiéreux. Mais ce faisant, il va rencontrer toutes les personnes du quartier, et en même temps, on va découvrir l'histoire de cette librairie, qui commence donc en 1935 avec Edmond Charlot, qui à 20 ans rêve de créer une librairie maison d'édition à Alger. Il va publier Albert Camus, etc. Donc c'est ça, ces deux temporalités. On a
les personnes contemporaines qui vont être attachées à cette librairie et qui vont, à travers les livres qui contiennent et les objets qu'elle contient, qui vont voilà, retracer un peu son histoire. Et on a toute la création de la librairie par Edmond Charlot. Ça se fait sous couvert de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie, de l'indépendance de l'Algérie. Et Kawthar Adimi, c'est une autrice qui est très engagée, et à travers en fait ces histoires qui semblent très humaines et très presque anecdotiques, c'est des parcours de vie, un parcours entrepreneurial, voilà. Elle retrace et elle dénonce beaucoup de choses qui se sont passées pendant la guerre d'Algérie. C'est magnifiquement bien écrit, c'est d'une poésie, d'une douceur, en même temps d'une brutalité assez conséquente. On se passionne pour les aventures de Edmond, on se passionne pour la création de cette librairie qui va défendre bec et ongle et qui va voir passer les plus grands écrivains de son époque. Pour lui qui n'est pas algérien mais qui se sent algérien, se fond en fait dans cette masse, c'est sa maison. Et en même temps on a Riyad qui à l'inverse est d'origine algérienne mais vit à Paris, donc n'a jamais connu ce que c'est la vie à Alger. On a ces deux personnages qui sont très différents et qu'en même temps vont se retrouver dans le même lieu, vont avoir une vie bouleversée par la même librairie. Voilà, qui peut sembler... c'est une aventure qui peut sembler vaine pour beaucoup, mais elle va marquer le destin de beaucoup de personnes. Et c'était magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est une ode à l'amour des livres, à la publication, aux duretés de la publication. C'est une ode à l'Algérie, c'est une dénonciation de ce que la France a pu faire pendant cette époque. C'est en même temps une lettre d'amour à cet Alger, aux personnages et aux personnes qui constituent cette ville. Bref, lisez, lisez, lisez Puissance 1000, Nos richesses de Kawthar Adimi, c'était sublime. La 6ème lecture, je ne l'ai pas en physique parce que je l'avais lu sur ma liseuse, mais j'ai découvert La Société protectrice des kaiju de John Scalzi, pareil, publié aux éditions La Talente. Je voyais passer John Scalzi très souvent comme auteur de fantasy, de fantastique, assez humoristique, un espèce de Terry Pratchett moderne, et j'avais très envie de découvrir sa plume. C'est chose faite du coup avec La Société protectrice des kaiju, qui a été une très bonne lecture, très divertissante. Je comprends l'attrait qu'on a pour cet auteur, parce que c'est vraiment la lecture divertissante, la lecture facile mais drôle, la lecture facile mais originale par excellence. Tout commence avec un homme qui se prépare pour un entretien avec son supérieur, il pense qu'il va avoir une promotion. Il se fait virer. Et on va lui dire bah tu peux être coursier si tu veux, parce qu'en gros c'est un espèce de dérivé de Uber Eats un peu caricatural, et on va lui dire, je crois que ça s'appelle Bonne Bouffe, mais avec plein de trémas pour faire un peu stylé et tout. Et on va lui dire, bah, si tu veux t'inquiète, tu peux être livreur pour nous. Il veut pas, c'est hyper insultant, mais en fait il a besoin d'argent, donc il va accepter. Pendant l'une de ses livraisons, il va croiser un ancien camarade à lui d'école, ils vont un peu discuter et tout, et au fil des livraisons, ils vont presque redevenir amis. Et à un moment, le mec va lui dire, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour une mission, je peux pas te dire ce que c'est, est-ce que t'es chaud? Tiens, voici la carte. Il va à l'entretien le lendemain, on lui pose des questions farfelues, ça n'a rien à voir, enfin, est-ce que t'aimes bien la science-fiction, est-ce que tu crois aux univers de science-fiction, mais c'est un entretien d'embauche, donc c'est vraiment bizarre, et en fait, il va se trouver dans un truc vraiment surnaturel, et sa mission va être de protéger les kaijus. Je vous laisse découvrir ce que sont les kaijus, je vais pas vous spoiler, mais à partir de là, va débuter une grande aventure pour lui, et ça va changer la vision qu'il avait du monde, on va dire. L'histoire met un peu de temps à se mettre en place, dans le sens où au début, il n'y a pas vraiment de fil rouge ou d'enjeu, mais ça gêne pas parce que c'est très bien écrit, et en tout cas très bien traduit, c'est très drôle, c'est très immersif, c'est très original, et il y a des petits côtés explications scientifiques alors qu'on sait que c'est pas possible, que ça va un peu quand même loin dans la démonstration, et j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de refs à la science-fiction, à des monuments et des chefs-d'œuvre de la science-fiction, donc si vous aimez, si vous avez une bonne culture, je pense que vous allez vous régaler. Moi, je les avais pas forcément toutes, mais il y a des petits astérisques qui nous aident à comprendre. Toujours est-il qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce livre, à part que c'est vraiment du bon divertissement. C'est-à-dire que c'est du divertissement, mais c'est pas parce que on veut faire passer un bon moment aux gens et on veut écrire quelque chose de léger que on met de côté la construction des personnages, la crédibilité scénaristique du récit, la richesse de l'univers qu'on met en place. C'est léger, mais c'est très bien fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans la postface, il nous explique que pendant le Covid, il écrivait un livre qui était très très noir, très sombre,
C'était difficile comme rédaction, mais le livre était quasiment à la fin. La maison d'édition avait annoncé qu'ils allaient le sortir, tout était préparé, les plaquettes étaient prêtes pour les annonceurs, enfin bref, le livre allait sortir. Et John Scalzi, il a envoyé un message à son éditeur, il a dit je peux pas finir ce livre, en fait on va annuler la sortie. Difficile comme annonce. Et en fait, il a été tellement déprimé et il a été tellement impacté émotionnellement et moralement par l'écriture de ce livre qui se voyait profond et sombre qu'il avait besoin d'un truc léger et il a écrit La Société Protectrice des Kaiju. Et ça se voit que c'est une espèce de thérapie d'un homme qui avait besoin d'une bonne histoire, d'une histoire drôle, avec des bons personnages, des bonnes vannes, des bons dialogues, et il a écrit ça et c'est très très réussi. Donc si entre deux lectures, un peu compliquée, on va dire, un peu profonde, un peu exigeante, vous avez besoin d'un bon divertissement qui se dévore en 2 jours, hein, très rapide, je vous conseille La Société Protectrice des Kaiju, et je vais noter John Scalzi comme un bon auteur feel-good. Voilà, mais en mode science-fiction. C'est de la feel-good science-fiction. On adore. Je devais finir là, j'avais prévu de vous parler de 6 livres, mais là je vois que quand j'ai lu sur ma liseuse, quand j'étais en Corse, j'ai lu Le Don d'Osiris aussi, de Claire Billot, qui est publié aux éditions Mnemos uniquement en numérique. Je vais pas m'étaler 107 ans parce que je n'ai rien de bien à dire sur ce livre, et j'en suis désolée. Je le mets à la fin, je le place là. Sachez que c'était vraiment pas une réussite pour moi. C'est compliqué parce que j'ai pas envie de critiquer le travail aussi ouvertement de quelqu'un. Je sais que c'est dur d'écrire un livre, donc déjà c'est bien, hein, bravo. Mais ce livre a été vraiment un désastre. Je l'ai terminé parce qu'il est tellement court que ça va. Je sais pas combien de pages j'y fais, mais c'était vraiment extrêmement rapide à lire en 176 pages. Voilà, en numérique ça se lit très vite. Mais c'était d'un cliché, c'était vraiment d'un cliché trop poussé quoi. Des détails narratifs beaucoup trop flagrants, des personnages qui agissent de manière incohérente, des personnages qui ont des sentiments l'un pour l'autre alors qu'ils se connaissent pas. Voilà, des experts qui se comportent pas comme des experts, des amateurs qui se comportent comme des experts. Rien n'avait de sens. Tout simplement, l'histoire c'est aussi en 2 temporalités. On est dans l'Égypte antique. Il y a un jeune homme qui va devenir l'assistant d'un prêtre, je crois, et qui va en fait... on comprend que le prêtre, il travaille, il fait des recherches sur un espèce de don d'Osiris. Voilà, je vous laisse découvrir ce que c'est si vous avez quand même envie de tenter l'aventure. Et de l'autre côté, on suit une jeune femme qui va être prise pour un stage en archéologie et on a découvert une tombe. Donc elle va y aller et c'est une tombe notamment qui est liée avec nos personnages de l'Égypte antique. C'est un peu ça, il y a des mystères, mais vraiment ce n'était pas réussi, ça aurait pu être une très bonne histoire, mais il manque un travail, on dirait qu'il n'y a pas eu de travail éditorial derrière. Ça m'étonne beaucoup que ça soit publié aux éditions Mnemos, parce que normalement ils publient des très bons textes, avec un très bon travail éditorial derrière, et là c'est vraiment pas abouti, c'est vraiment pas abouti comme texte. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus de mal, c'était vraiment pas réussi pour moi. Écoutez, si vous tombez dessus et que vous avez envie de tenter l'aventure, allez-y. Si vous avez quelques euros à économiser et que vous avez souvent les mêmes goûts que moi, ne tentez pas l'aventure, malheureusement. Voilà. C'en est tout pour ce petit point lecture. Ça me fait plaisir de revenir en vidéo avec des avis, voilà, tout simple comme ça, en facecam. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, s'il y a des ouvrages que vous me recommandez par rapport aux petits avis que j'ai pu donner. Je vous fais 1000 bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine!